Aujourd'hui, je pars sur une vidéo courte et foutraque, et peut-être un peu dense, un peu intense. Je me demande comme ça depuis des semaines, peut-être bien plus longtemps, comment ou à quel point on vit avec le passé. Et évidemment, ça, c'est aussi une question de deuil. On va parler d'un peu tout ça. C'est bien sûr le rythme effréné de ces derniers temps et absolument sensation apocalypse qui ne m'a pas permis de finir le livre que je suis en train de lire ou de savoir quoi en dire pour le moment, mais ce sont des choses qui viendront. Et en même temps, c'est ce télescopage ahurissant. Moi, je suis en très progressif sevrage d'antidépresseurs, mais en fait, ça met complètement KO une semaine à chaque fois. Et donc, voilà, ça s'ajoute à la fatigue chronique que je vivais déjà avant mon postpartum. Et je ne suis pas améliorée, mais ça va aussi avec le télescopage en ce moment de dates et d'événements absolument tragiques, on peut le dire un peu rapidement. Aujourd'hui, mon ex-compagnon et surtout mon ami Stéphane aurait eu 50 ans, le jour où je tourne, ce 2 juillet. Là, j'échange un peu avec sa mère et c'est révoltant de mourir à 48 ans. C'est révoltant de mourir bien plus tard, mais évidemment que j'y pense et que j'y pense beaucoup et que bien évidemment que le souvenir est là et la tristesse bien présente et au présent et en même temps une tristesse au passé de ce qu'on vivait. C'est une espèce de tristesse conditionnelle. Ça fera bientôt le 7 juillet 5 ans que papa est mort. Et 5 ans, c'est presque une demi-décennie et je ne m'en remets pas. Et en même temps, ce deuil a beaucoup bougé. C'est aussi ce week-end qu'on a perdu pratiquement le dernier représentant de la génération de mes grands-parents, du moins du côté de ma mère, puisque j'ai encore une grand-mère de l'autre côté, mais on a perdu cette semaine le cousin de ma grand-mère, qui était très âgé, hein, c'est pas... mais c'est... de la canicule, globalement, ou de la fatigue engendrée de la canicule, comme mamie est morte de la fatigue de l'épuisement, hein, d'une épidémie de grippe, et de la grippe qu'elle a attrapée elle-même, elle a guéri de la grippe, son corps a lâché ensuite. C'est aussi le moment où il a fallu aider à partir, et moi je n'ai pas pu être là, notre vieux chien, là aussi dernier représentant de sa génération, le dernier de notre dynastie canine à domicile. Ma famille a d'autres chiens, mais ça c'était le chien de famille. On a plus de 2 chiens de famille dans le sens famille de la génération du noyau parents et mon frère et moi. Enfin, donc c'est quand même une famille qui commence à avoir des trous. Et bon, c'est une dynastie qui a commencé quand j'ai lancé eux deux. Hein. Donc là on était sur la génération des petits-enfants de ma chaîne d'enfance. Et on a perdu mon brave doudou. Doré adoré dans un état lamentable parce que c'est très dur de savoir quand vivre ou ne pas vivre et que les soins palliatifs pour les chiens n'existent pas. Parce que c'était pas du tout un avis initial, mais je me place maintenant en opposition à la loi qui vient d'être votée sur l'aide à mourir. Non pas que je ne trouve pas que l'aide à mourir soit une bonne chose, autrement appelée euthanasie, et Renan est un des premiers à avoir parlé d'euthanasie avec ce terme dans les dialogues philosophiques, en valorisation de cette idée. Je suis globalement d'accord avec lui, mais pas dans ce système-là. Et il est hors de question d'avoir une aide à mourir au nom d'une dignité qu'on n'accorde pas, notamment aux personnes handicapées et à l'ensemble de la vieillesse, en fait, à toute la vieillesse et à toute personne dépendante. J'avais envie, je m'étais dit on fera une vidéo, le deuil 5 ans après, le deuil progresse bien, le deuil c'est-à-dire qu'on vit avec, on vit sans, en fait, à un moment on arrête de vivre avec le deuil, et on vit juste sans la personne, on vit autrement, et on pense à elle, et mon père a, dans cette nouvelle famille dont je suis officiellement, c'est une question de divine famille, la chef de famille, elle laisse une place à papa, c'est la place d'un souvenir, c'est la place d'un papy qui aurait très probablement, mais je ne le sais pas en fait, et ça c'est une des choses les plus complexes dans le deuil. Je déteste quand on me dit « Ah, ton père aurait adoré ton bébé »
ça aurait été, c'est sûr, hein, il aurait été content, parce qu'en fait, la naissance de mon bébé, enfin mon projet de naissance, au-delà de le projet de naissance sans accouchement, le projet de faire mon bébé, de le faire de cette façon spéciale, qui a été la PMA solo, et en tout cas atypique ou incomprise, enfin. Et l'arrivée effective de Baby, c'est vraiment les moments où j'ai su que je ne pouvais pas faire autrement que tourner la page, parce que je n'ai aucune idée pour ces questions-là de ce que mon père aurait pu dire. Aucune. Et en penser. Je pense effectivement qu'il aurait été plutôt content, mais je n'en ai aucune idée. Et en plus, je l'imagine plus interagir avec des enfants un peu plus grands. J'ai eu la chance de voir interagir avec le petit-fils du membre de la famille, par exemple. Évidemment, extrêmement gentiment, très bien, enfin, aucun problème, rien à signaler. Mon père adorait nous acheter des jouets, surtout en Vicordie, parce que c'était pas quelqu'un qui avait un magasin, beaucoup, en dehors des courses. Et il faisait la chasse au sort. C'est notre façon de chiner. Mais voilà, c'est le moment où le monde était tellement différent que je n'ai pas pu dire « Papa aurait pensé ci ou aurait pensé ça ». Ce que j'ai pu me dire à beaucoup de moments, à d'autres reprises, et ça colle à peu près à un moment où de toute façon il reste encore beaucoup à faire de ce qu'a laissé papa, notamment en bazar, et ça c'est davantage mon frère qui s'y colle, mais et en collection, et en BD, voilà, on l'a vu en vidéo sur cette chaîne, mon père. Mais voilà, il y a c'est dans la façon dont je suis amenée à vivre ma vie, c'est-à-dire pas à Bordeaux, dans une autre ville, en étant moi-même à l'origine d'une autre famille, bah, il y a une vie sans papa, il y a une vie avec papa est un souvenir et parfois encore un rêve. Là, dans le déménagement récent, je me rends compte que j'ai bien une photo de mon père juste là. Je pense qu'on la voit. Non, on ne la voit pas, elle est en dessous du cadre. On en voyait plus dans le décor précédent et plus dans la pièce tout court. Bon, ça c'est aussi des questions de il n'y a pas la place, Baby attrape un peu tout ce qui passe ou quoi, mais je n'ai pas ressenti de la même façon les besoins d'afficher comme les portraits de mes grands-parents qui étaient sur frigo. Bah, je sais pas où ils sont passés. Mes grands-parents qui n'ont pas jeté. Et je sais pas de quelle façon je les remettrai ou pas. Et quelle place, ou à quel point la place que l'on donne à nos morts prend de la place. Et là, c'est bon, voilà, des morts difficiles, aussi cette espèce de révélation et de reconfiguration qui est toujours le deuil, qui force et puis qui en fait se fait pas forcément chez le notaire et dans l'immédiat ou autour d'une tombe, mais ça peut déjà, et qui peut prendre énormément de temps. Il y a un peu voilà, ça c'est quand même quelque chose qui travaille beaucoup et qui laisse peut-être moins de place à la tristesse, aux manifestations de la tristesse, et qui reconfigure aussi la tristesse. Enfin, en fait, j'ai très concrètement pas de place pour être triste parce que je travaille à temps plein, ou en tout cas j'essaie. Je suis assez libre de mes horaires, ça dépend vraiment des jours. Je suis littéralement épuisée, ça veut dire que si je n'avais pas un travail aux horaires aussi libres, je serais en fait en arrêt. Donc là, ça fait que je peux travailler plus que dans un boulot standard, mais normalement je ne devrais pas travailler du tout. Et je devrais être en arrêt au moins depuis que mon pied est pété, quoi. Et c'est... Et puis voilà, il y a tout ça qui... Mais malgré tout, enfin, voilà, vu le nombre d'emmerdes que j'ai, voilà, c'est un monde que mon père n'a tellement pas connu que je n'arrive plus à imaginer ce qu'il en dirait. Et dans lequel, ça c'est une réflexion qu'on se faisait avec ma mère, et qu'on partageait avec une amie qui est un peu étonnée, je ne sais plus quelle était l'amie en question,
qui pensait, je me souviens c'était Marie-Annelise, qu'on transmettait des phrases ou des réflexions, des choses comme ça, un peu verbalisées ou formulées. Et en fait, moi, ce qui me marque le plus, c'est de voir, et pas forcément chez moi, hein, aussi chez mon frère, des formules, des attitudes beaucoup plus depuis le deuil qu'avant. Donc depuis la mort qu'avant, et parfois qui apparaissent même plusieurs fois après la mort, ou plus. Moi, j'ai repris, comment dire, des espèces de bruitages de mon papy. Quelques expressions faciales, parfois aussi des choses comme ça. Et ça m'amène à cette idée que je n'avais pas du tout comprise en disant Benjamin et enfance berlinoise autour de 1900, d'à quel point on vit dans un autre siècle. Et donc dans cette enfance berlinoise autour de 1900, je ne sais même pas avoir pour le montrer, mais je mettrai des vidéos en bas si je voulais vous le demander. Vous pouvez trouver sur ma chaîne, je vous rappelle qu'elle a une petite loupe quand on va sur les pages de chaîne. On peut chercher spécifiquement dans la chaîne, et donc en fait je mets des mots-clés pour aider ces recherches. C'est comme des espèces de brouillons d'archives ou d'archives de brouillons, cette chaîne. Mais cette idée que, en étant autour de 1900, il est né en plein 19e siècle, parce qu'en fait ses parents sont du 19e siècle, les meubles sont du 19e siècle, et que la ville est encore du 19e siècle. Et là, ça c'est quelque chose que je comprends depuis peu de temps. C'est-à-dire à quel point, parce que, de quoi je suis née en 1907, c'est-à-dire à la fin d'un siècle, à la fin du XXe siècle, mais pas suffisamment à la fin pour n'avoir connu que le XXIe d'une certaine manière de nos vivants. Je me souviens vraiment du passage à l'an 2000, du changement de monnaie, de choses comme ça. Et je me suis retrouvée à raconter ça, même à des copines plus jeunes, ou à des étudiants, enfin, parce que c'est un peu facile de ça. Mais il y a, comme ça, on peut porter l'émotion incroyablement forte du souvenir d'un siècle passé, alors même qu'on n'est pas spécialement vu. Et ce faisant, on peut aussi porter, et c'est encore plus émouvant, le souvenir d'un souvenir. Et ça, c'est une idée qu'on trouve notamment dans Entre rivages de Nabokov. C'est un livre dont je devrais parler un jour ici, parce que j'ai lu l'agrégation et je l'ai profondément aimé, ce livre. Et il contient le souvenir d'un souvenir, celui de l'enfance de son oncle, et d'un oncle qui a été martyrisé, et qui est mis en rapport pendant il parle de lui-même, me semble-t-il, avec l'enfance martyre de la comtesse de Ségur, qui est la mère de Sophie. J'ai mis du temps à comprendre qu'il y avait un vrai décalage temporel entre le moment d'écriture de l'éducation sentimentale et la vie de Frédéric Moreau. Ça je l'ai compris la dernière fois que j'ai lu l'éducation sentimentale, mais il y a une espèce d'inertie. Je ne réalisais pas que nous sommes des archives vivantes et que nous sommes des archives émotionnelles vivantes. Et ça, quelque chose comme Internet permet peut-être de le saisir avec plus d'acuité, parce que, en fait, on a un renouvellement tel, un changement de code qui est si complexe. Enfin, je veux dire, en n'étant pas sur TikTok, en n'ayant pas été sur Snap, je rate des trucs, je le sais. Je suis ringard. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris en étant enseignante. Quand tu enseignes, il y a quelque chose de profondément, ou d'intrinsèquement exactement ridicule, de vaguement douteux dans le fait d'être enseignant. Et je crois qu'il est fondamentalement stupide, voire dangereux, de ne pas accepter ce ridicule qui est celui de l'autorité potentiellement mise en déroute par les potaches, par le chahut, en fait. Le fait même d'être prof. Ça ne veut pas dire être sympa ou pas sympa, bon ou mauvais prof, mais en fait, quand on est prof, on est là pour être un peu ridicule. Et en fait, c'est ok. Et disant cela, je pense au fait que Maurice a récupéré les caricatures qu'il faisait de ses profs au lycée pour faire les croque-morts dans le truc. C'est normal, en fait. Comme ma mère n'avait jamais voulu être cadre ou infirmière parce que ça, c'était quelque chose qui était pour qui détachait du groupe. Et donc, s'il y a un groupe, celui qui n'est pas dans le groupe, quand bien même c'est le prof, et d'autant qu'il y a cette espèce de hiérarchie qu'il est inutile de nier ou d'essayer de... Enfin, elle est là. On ne peut pas enseigner sans hiérarchie.
qu'est-ce qu'on fait alors de ça, voilà. Et ça va avec donc ce décalage générationnel au présent, qui a des conséquences énormes à tous les niveaux. Une des raisons de la crise du logement, c'est loin d'être la seule, mais c'est aussi l'immobilisation des logements et des capitaux par une classe d'âge qui a une vieillesse inédite et qui sera probablement jamais reproduite. Ou alors plusieurs générations comme ça. Mais il y a ces souvenirs de souvenirs et cette espèce d'inertie, on se balade avec son siècle, on se balade avec son époque et avec ses époques d'enfance comme ça, comme on se balade avec ses chagrins et quand on a un deuil, en fait on a aussi le deuil des souvenirs de la personne et quelques souvenirs qui ont été triés. Quand papa était malade, on a lancé, je pense que je l'ai déjà dit sur cette chaîne, il a commencé à beaucoup parler et en fait il m'a raconté à moi seul toute sa vie, pas parce que ça ne devait être qu'à moi, mais il y a eu un moment et j'étais là et j'ai fait l'oreille qui l'écoutait et je lui ai proposé un dispositif d'enregistrement, des choses comme ça, ça n'a pas marché, il n'en a pas voulu. Ce qu'il a voulu, c'est pendant 3 semaines, ça n'a pas été du tout calculé, ni dit, ni précisé, mais dans les faits, pendant 3 semaines, tous les soirs avec la tisane, il me racontait ça. À peu près chronologiquement, à tel et tel moment, et je ne sais pas dans quelle mesure ça a été pensé, dit, et pour moi, la question était immédiatement, donc là, on est sur l'année 2020. La fin de l'été 2020, et le fait que ce soit une fin d'été donner une douceur évidemment crépusculaire ou quelque chose qui avait la douceur d'une apocalypse tranquille, mais quand même un peu su, quoi qu'on oublie au quotidien. Et donc le nom de ses copains, de quand il était en Barès, les conneries qu'il a faites à 6 ans, plein de choses. Où est-ce qu'ils allaient chiner avec mes grands-parents, qui étaient au magasin, enfin, beaucoup de choses. Et donc tous ses camarades de se souvenaient qu'il avait marqué. J'ai oublié. Mais je savais, il a été immédiatement net que si je prenais des notes, j'interrompais. C'était autre chose. L'enregistrement aussi aurait interrompu. J'aurais pu prendre des notes après coup. Je n'avais pas trop le temps, je n'en ai pas eu envie. Et puis en fait, dès le premier soir, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je note? Est-ce que je consigne? Ou est-ce que je vis avec l'oubli qui va arriver? Et j'ai choisi ça. Et c'est aussi pour ça que, en fait, moi, on me demande souvent si je stocke mes vidéos. Je suis désolée, je stocke même pas toutes les interviews, je stocke que ça via ma famille. Moi, je voulais... Voilà, je veux dire, j'ai aucun problème avec le fait que vous les téléchargiez, mais c'est une archive vivante, ça veut dire qu'un jour elle mourra. Je sais pas comment, et un jour je m'arrêterai aussi. Et c'est ok. La question, c'est comment on vit avec la perte qui est là, la perte qui s'annonce, et avec ce que contient de deuil, le fait de vivre avec son passé, et parfois le passé des autres. Ça, je vois beaucoup circuler des articles sur ça me semble encore international. Donc je ne sais plus de quel journal c'était tiré. Mais que la génération qui décède actuellement, c'est une génération qui a accumulé. Ça, c'est des trucs que je mettais dans mon roman avant même la mort de papa. Qu'est-ce qu'on fait des affaires des autres? Quand elles sont dans le garage, dans le salon, partout. Je passe mon temps à chiner. Chiner est une de mes occupations préférées quand je travaille pas, c'est mes loisirs préférés. C'était pas du tout aussi clair, et je sais que je chine aussi pour papa. Et qu'à un moment, je ne pouvais pas arriver en grenier au cul sans mettre à pleurer. Et j'ai continué à y aller, et c'était un moment de plus en plus court, et maintenant c'est plus le cas. Et maintenant, j'ai connu, en rentrant de Villegrenier, avec Baby, qui était là dans son monde aussi, j'ai compris la joie qu'avait papa et ma mère aussi en arrivant, alors que nous, on dormait à la maison, on traînait en période d'été, on prenait des petits-déj, tout bien. De la joie immense de ramener des choses qui vont être des surprises, enfin, la joie immense de préparer Noël, en fait, à quelqu'un qui va en avoir conscience et de se retrouver. Et j'ai senti ça en franchissant la porte. Voilà, et je me rappelle d'une fois où, bon, on était un peu grand quand même, mon père est arrivé en me disant « Tu n'as jamais deviné ce que j'ai trouvé ?» Je fais « Non !» Il me dit ça, un accordéon. Je dis « C'est pas vrai !»
c'est vrai, c'est pas vrai, il y en avait deux. Et donc c'était des accordéons en plastique assez rigolo. Mais c'est ça, voilà, là j'ai eu la joie pure de faire plaisir et j'ai senti le partage d'une émotion comme ça à travers le temps. Et c'est drôle parce que un des premiers rêves que j'ai fait de mon père après sa mort, ça a été en chinant. Je chinais avec ma mère et on voyait mon père disparaître en pointillé au loin. Et c'est bon en fait. Et peut-être que c'est très probablement même très nostalgique. Et en même temps, qu'est-ce qu'on fait du trop, qu'est-ce qu'on fait du manque? Et en fait, je ne crois pas que le manque soit un manque, qu'est-ce qu'on fait de ce qui est perdu? C'est bien sûr ce que fait Schlanger dans la mémoire des œuvres. Quel effet ont les œuvres perdues? Qu'est-ce que la présence des œuvres perdues? Qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui a disparu? Là, en ce moment, je lis toujours de Schlanger, Invention intellectuelle, juste là. Je ne sais pas si j'en parlerai, je pense que je ferai un package Invention intellectuelle, inventée en littérature de Jean-Pierre Bertrand, qui est décédé. Judith Schlanger est vivante, enfin, et puis j'avais un ou deux autres livres en tête, je vais voir. C'est des questions, la question de la novation, de la nouvelle idée, qui va aussi avec celle de la remotivation, par exemple, sémantique, donc de donner un nouveau sens à des choses qui existent déjà, ce qu'on fait tout le temps avec les objets. Ah, je vais garder ça de mamie, puis je vais en faire ça. Cette espèce de recyclage conceptuel, qui est le recyclage permanent de tout, comment on peut inventer selon... Enfin, c'est évidemment la question de comment on se souvient et comment on oublie. Vous ne pouvez pas inventer si vous n'êtes pas capable et de vous souvenir et d'oublier, n'empêche à savoir que ce que vous faites est nouveau et être capable de faire autre chose. Et il y a une tragédie dans le deuil qui est celle-là, et d'avoir fait le choix d'oublier. Et je pense que c'était le choix le plus... de toute façon, le seul choix faisable, je ne pouvais pas me souvenir. Je savais que je ne me souviendrais pas, et donc j'ai foncé dans le présent. Et ça, c'était vraiment le cadeau de ces 10 mois et demi de cancer à la maison, c'est qu'on a été suspendu au présent, et puis on entre dans une course effrénée où on prépare d'autres choses, et familialement, où on n'a strictement que des emmerdes. Mais on est comme ça dans cette espèce de... Il y a le présent du présent, il y a cette espèce de... C'est marrant parce que j'ai beaucoup aimé les fringues vintage, soit d'époque, soit en copie, imitation, etc. Je me suis vraiment habillée en pin-up pendant des années. Je continue à acheter des choses en friperie, enfin, c'est vraiment, j'aime ça passionnément. Mais comme je m'habille en noir et maintenant je mets de la couleur, enfin, là je suis noire, je suis tout en noir, mais j'ai des chaussures orange, donc ça va. Ah. Il y a... Ça ne peut plus m'amuser d'être une image figée et une image sortie d'une époque révolue, parce que je sais maintenant comment vit et meurt le passé. Et ça, c'est le deuil qui l'apprend. C'est la conscience très très aiguë aussi de la fin d'époque, comme il y a une époque qui est en train de mourir, qui est celle du harcèlement sexuel, mais peut-être, enfin du harcèlement sexuel, ou celle du male gaze plus exactement, avec des représentations bien plus que des pratiques à mon avis. Parce que, on a aussi celle du backlash, peut-être que quelque chose d'une époque féministe est en train de mourir dans la transmission difficile à des plus jeunes générations. Peut-être que ça se passe pas bien, ou qu'il faudra voir. Ça, je ne sais pas. Et ça va avec cette structure des révolutions scientifiques, au changement d'épistémé, de Foucault, de Thomas Kuhn. Mais en fait, ce qu'il y a aussi, cette espèce d'inertie de l'époque, des émotions, et qui fait que les choses changent, mais comme si elles étaient minées ou forées de l'intérieur. Il y a quelque chose qui reste là, on en fait juste autre chose, comme on va désacraliser une église en fin de salle de concert, et c'est ok. Et on a, voilà, je crois, une capacité de réinvention, une très grande force de perte. Et peut-être qu'on parlera pour l'avenir, ou pour d'autres. Un peu comme dans le roman de Léa Cunin, mais quelque part très loin. Je vous dis à bientôt.